Chères joueuses, chers joueurs, bonjour à vous et bienvenue pour ce second format de la chaîne Uboga. En plus de la review qui va vous présenter un nouveau jeu chaque mois, vous aurez la vidéo des 5 anecdotes pour en apprendre plus sur certains jeux. C'est une émission dans laquelle on va se concentrer sur des jeux un peu plus classiques, et c'est pourquoi on va commencer avec un monument du jeu de plateau, le Monopoly. C'est à une femme qu'on doit l'idée du Monopoly telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elizabeth Magie, une américaine réputée notamment pour ses idées georgistes, a en effet déposé un brevet pour un jeu appelé The Landlord's Game, soit le jeu du propriétaire, en 1904. Comment et pourquoi? On a dit que cette brave dame était georgiste. Le georgisme, c'est une théorie économique inventée par monsieur Henri Georges, d'où le nom. Cette théorie dit qu'au lieu de taxer le travail, les impôts sur le revenu donc, il serait plus juste de taxer la terre. Plus vous possédez de terre, plus vous payez. Les gens qui possèdent beaucoup de terres auraient donc du mal à payer toutes ces taxes, ce qui veut dire qu'ils devraient vendre une partie de ces terres. Du coup, pas mal de gens qui ne possèdent pas de terres, et donc qui ne payent plus d'impôts, auraient les ressources nécessaires pour acheter ces terres et accéder à la propriété. Et ça, c'est plutôt une bonne idée en théorie. Seulement en 1904, c'est plutôt le capitalisme qui bat son plein. Henry Ford a créé sa première usine un an plus tôt, et John Rockefeller Sr. étant la Standard Oil, son empire pétrolier. Une direction économique qui ne plaît pas du tout à Miss Maggie, qui pense qu'on va droit dans le mur. Et pour le montrer, elle va réaliser une maquette qui doit permettre de comprendre rapidement que le capitalisme, ça mène à l'échec. Vous l'avez peut-être deviné, mais à l'origine, le jeu du Monopoly, ou plus exactement le Landlord's Game, est un jeu destiné à vous faire perdre pour vous montrer que le capitalisme, c'est une mauvaise idée. Et quand on y pense, on se dit qu'au Monopoly, il y a surtout des perdants sans terre et sans argent, que le fait de perdre fait bien rager, et qu'en fin de compte, tout ça ne profite qu'à un seul joueur qui finit avec tout le pognon. Ironiquement, le Monopoly, avant d'être un jeu, c'est la critique dès 1904 d'un système économique qui, pourtant, perdure encore aujourd'hui. Le Monopoly a été officiellement breveté en 1931 par Charles Darrow, après qu'il se soit, disons, inspiré du travail de Miss Maggie. Et Parker Brothers le distribue depuis 1935. On en est donc cette année à 84 ans d'édition du jeu. C'est tout simplement énorme pour un jeu contemporain. Aujourd'hui, en chiffres, le Monopoly c'est un jeu disponible en plus de 43 langues, dans plus de 100 pays différents et sur plus de 200 thèmes. C'est aussi un jeu qu'on estime avoir été vendu à plus de 275 millions d'exemplaires et joué par près d'1 milliard de personnes au cours de son histoire. Plutôt pas mal pour un jeu dont le thème est finalement réaliser les transactions immobilières. Le Monopoly est un jeu de société. Plus spécifiquement, c'est un jeu de plateau. Or, on ne s'attend pas à trouver un jeu de plateau ailleurs que dans son armoire. Erreur! Le Monopoly a un certain appétit pour la caméra. Il a commencé cette seconde carrière sur petit écran en avril 2009, avec une discrète apparition dans la série Gossip Girl, plus précisément l'épisode 21 de la saison 2. Fort de cette expérience, le jeu obtient une belle séquence sur grand écran en octobre de la même année. Coincé sur une table entre Woody Harrelson et Emma Stone, le plateau, tous ses billets à l'air, fanfaronne dans Bienvenue à Zombieland. Mais le Monopoly a douté et a pris de la distance avec le 7ème art. Si on accepte le documentaire Under the Boardwalk et Monopoly Story sorti en 2011, pendant 10 ans, le jeu est revenu à ses fondamentaux. Amuser les gens pendant 20 minutes, les faire regretter pendant 1 heure, les faire jurer de ne plus jamais jouer une seule partie de leur vie. Pendant 10 ans. Et 10 ans plus tard, une nouvelle est tombée. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019. C'est-à-dire cette année. Cette année, on a appris que l'acteur et humoriste américain Kevin Hart allait jouer dans Monopoly, le film. Sans déconner, c'est vrai. Encore très peu d'informations sur la production à ce stade qui, d'après Allociné, devrait commencer en 2020. Affaire à suivre donc. Le Monopoly, c'est un peu comme la potion magique d'Astérix. Passer de bouche de druide à oreille de druide, personne n'a jamais lu la recette. Eh bien les règles du Monopoly, du moins dans ma famille, c'est transmis de bouche de parents à oreille d'enfant. Et personne n'a jamais lu le foutu manuel. Pour la préparation de cet épisode, j'ai donc jeté un œil aux règles. Pas que ça m'enchantait, mais je voulais faire les choses bien. Et ben, j'ai quand même été pas mal surpris. D'une part, parce que j'ai réalisé que mes parents m'avaient manifestement appris les règles à l'Aquitaine. D'autre part, parce que dans l'esprit du Landlord's Game de Miss Maggie, certaines règles ont l'air d'avoir été écrites par les pires raclures de l'univers. Par exemple, si vous êtes locataire, c'est-à-dire que vous tombez sur le terrain d'un autre joueur. Si votre propriétaire oublie de vous le demander, vous n'êtes pas obligé de payer le loyer.
Ou bien, si vous êtes propriétaire en revanche et que vous possédez tous les terrains d'une même couleur, si vous êtes propriétaire de tous les terrains d'un même groupe de couleurs, ce loyer est doublé. Enfin, dernière petite fantaisie dont j'ignorais l'existence, en cas de rupture de petite maison ou d'hôtel, moi quand j'étais petit, on prenait d'autres objets pour faire le compte. Alors que dans le règlement, il est prévu la crise du bâtiment. Je rappelle que le Monopoly se joue avec des enfants à partir de 8 ans, donc il y a une crise du bâtiment et tout simplement il n'est plus possible de construire. Il faut donc attendre soit qu'un autre joueur vende des maisons pour s'acheter un hôtel, ou attendre que cet autre joueur fasse faillite. Dans l'univers du Monopoly, notre univers en réalité, il n'y en a pas pour tout le monde. Après tout, rappelons que Monopoly est simplement le mot anglais pour monopole. Finalement, le plus triste, c'est que en lisant ces règles, j'ai pas l'impression de jouer à un jeu. C'est comme allumer sa télé pour le JT de 20h. Les loyers augmentent, les revenus stagnent, et pour réussir dans la vie, il faut invariablement le faire aux dépens des autres. Après avoir terni l'image de notre bon vieux jeu de plateau des familles, je vous propose de finir sur une note plutôt positive. S'il y a deux choses qu'on n'associe pas quand on est sain d'esprit, c'est le Monopoly et la Seconde Guerre mondiale. Si vous aviez déjà spontanément associé ces deux éléments, vous êtes bizarre. Et j'aime ça. Abonnez-vous. En tout cas, sachez que le bonhomme à moustache aura voyagé dans une bonne partie de l'Europe pour contribuer à l'effort de guerre, rien que ça. Chez les Britanniques, vous connaissez peut-être le MI7, la branche des services secrets dissoute aujourd'hui qui s'occupait en période de guerre de la lutte contre la propagande et la censure. Et si vous ne connaissez pas, vous avez alors au moins entendu parler du MI6, une autre section des services secrets qui, ironiquement, est plutôt connue, puisque c'est là que l'écrivain Ian Fleming a choisi de faire travailler James Bond dans ses romans. Voilà pour vous planter le décor. En revanche, il y a une branche que vous ne connaissez sûrement pas, c'est le MI9. Le MI9, c'était la section des services secrets en charge si possible d'assister et de rapatrier les prisonniers de guerre. Le plus souvent, il s'agissait d'espions dont la couverture avait foiré ou de pilotes d'avions abattus. La bonne nouvelle pour eux, c'était que l'Allemagne respectait la Convention de Genève. Dans cette convention, il est dit qu'un soldat qui se rend ou se retrouve capturé devient propriété de la nation qui le détient. L'Allemagne, à ce moment-là, sait que ces prisonniers sont une aubaine, puisqu'ils peuvent servir de levier pour mettre la pression sur les dirigeants britanniques. Seulement, c'est un levier qui a besoin de manger tous les jours, et ça coûte cher. Heureusement, et toujours grâce à la Convention de Genève, faudra penser à lui dire merci, de nombreuses organisations, Croix-Rouge en tête, ont le droit d'envoyer des colis aux prisonniers avec des vivres, des couvertures et du matériel médical. Ce ne sont pas les Allemands qui vont rechigner, trop heureux de voir que des bonnes gens nourrissent leurs prisonniers à leur place. Or, c'est là que les Anglais ont distingué une faille. Ils ont commencé par monter plusieurs assos caritatives bidons qui ont envoyé des colis réguliers pour donner le change. Puis, une fois les Allemands habitués, les Anglais ont passé le cap et ont finalement envoyé des Monopoly. Là encore, les Allemands étaient contents. Après tout, des prisonniers qui jouent au Monopoly, ce sont des prisonniers qui ne cherchent pas à s'évader. Sauf que si, en fait. Et même carrément. Parce que les Monopoly envoyés, c'était pas ceux qu'on a sur Amazon aujourd'hui. Non, ceux-là venaient directement du Royaume-Uni et à l'intérieur du plateau, il y avait tout ce qu'il faut pour se faire la malle. Entre autres, des limes pour les barreaux des fenêtres, des mini-boussoles à coller à l'arrière des boutons de chemise, et le plus impressionnant d'un point de vue technique, des cartes du coin imprimées sur de la soie. Pourquoi c'était révolutionnaire? Parce qu'une carte faite en soie, ça pèse que dalle. Que ça se plie facilement et sans le moindre bruit de papier, que c'est insensible à l'humidité, et qu'au besoin on peut même la coudre dans ses vêtements pour l'avoir littéralement sous le coude. Au bout d'un moment, la technique de dissimulation fonctionnait tellement bien que les Anglais remplaçaient même les billets de Monopoly. Le plus souvent des Deutschmark ou des lire italiennes, selon le cas. Il y avait d'ailleurs un système non moins ingénieux de marquage pour savoir où envoyer le Monopoly. Parce que oui, si vous envoyez des Deutschmark et un plan de la Bavière à un prisonnier qui se trouve en Suède, à supposer qu'il s'évade le gars. Bon. S'il vous retrouve, il vous défonce. Alors pour pas se planter, les British utilisaient simplement un système de ponctuation. Par exemple, s'il y avait un point après la Marylebone Station, la gare de Lyon dans l'édition française, alors c'était pour l'Italie. En revanche, si le point était après Mayfair, la rue de la Paix chez nous, le jeu devait partir pour la Norvège ou la Suède. Évidemment, il est compliqué d'avoir des chiffres significatifs sur le nombre de prisonniers dont le destin a basculé grâce au Monopoly. Néanmoins, il est bon de se rappeler par cet exemple que même aux heures les plus sombres, il est toujours important de garder un petit peu de temps pour jouer. Et bien voilà pour ce premier épisode de 5 anecdotes, j'espère que vous y avez appris des choses. Bien évidemment, je suis pas historien, donc si vous distinguez des erreurs dans ce que je viens de dire, n'hésitez pas à m'en faire part. Peut-être que vous-même vous connaissez des anecdotes sur le Monopoly, auquel cas je serai heureux de les lire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à me laisser un pouce bleu. Si vous voulez en voir d'autres, pensez à vous abonner. N'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas de vous amuser.